Je suis Mercedes Serra, présidente d'EuroRSCG. D'accord. Publicité donc. Ah oui, c'est une agence de communication, on va dire. Plus large que la publicité. Ça peut être la publicité, le marketing direct, le packaging, le design, l'Internet, Tout. la communication. Enfin, une grande partie de la communication. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe. Qui décide d'une campagne de publicité? Qui décide les relations avec le client? Comment globalement ça se passe? Nous faisons un métier d'influence. Donc on n'a pas l'autorité de la décision. Maintenant, on a la force de l'influence. Donc après, il n'y a jamais de campagne qui ne soit faite, qui n'ait été approuvée par un client. Et l'intervention du client ou l'écoute du client peut être plus ou moins grande. Mais notre métier est d'influencer avec une volonté qui est, si possible, faire des recommandations qui sont adaptées aux gens et qui donc vont être efficaces. Et efficace dans notre métier, c'est un peu compliqué parce qu'efficace, ça veut dire bouger et, en règle générale, acheter. Pas toujours. Ça peut être ne pas acheter. Ne pas acheter de cigarettes, par exemple. Ça peut être persuader de choses comme on n'a pas besoin d'autant d'antibiotiques, mais ça peut être aussi manger un peu plus de yogourt de telle marque ou boire une eau de telle autre marque. Alors comment ça se passe au niveau des images? Je suis le client, je dis ma voiture, cette marque, je voudrais qu'elle soit... que cette année, les ventes décollent. C'est comme ça qu'on vient vous voir? En général, ils sont un peu plus pointus. Ils essaient, parce que c'est difficile. Et ils essaient de dire comment ils prendraient le problème. Et nous, notre métier, c'est de regarder si en stratégie de communication, qu'est-ce qu'il va falloir dire très précisément sur une marque, un produit, pour faire que ça fonctionne bien. Et pour déterminer ce qu'il convient de dire, on va utiliser beaucoup les consommateurs. Car en règle générale, on n'arrive pas à vendre contre les gens. Il faut que les gens, en fait, on reprend quelque chose qui va rendre un petit peu, naïvement, service aux gens. Des petits services, hein. Pas sans prétention. Mais globalement, quand ils achètent une marque, c'est que ça leur rend un petit peu service. Mais le client a une cible au départ, non? C'est vous qui lui indiquez la cible? Non, en règle générale, nous travaillons en plus sur des très longues années. Donc il y a des clients que j'ai depuis plus de 20 ans. Donc oui, on a une cible qui peut être plus ou moins large, sur laquelle on va travailler. Mais on peut remettre, si on n'est pas d'accord, en fait, d'abord on s'aligne sur le fond. C'est-à-dire on va réfléchir, est-ce qu'on a bien la bonne cible? Est-ce que c'est logique? Est-ce que tout va dans le bon sens? Et puis ensuite, surtout, on va passer du temps à la stratégie du message. C'est-à-dire que moi je dis toujours, quand on n'a rien à dire, c'est compliqué de parler. Donc il faut décider de ce que l'on a à dire. Il y a des univers plus clairs là-dessus que d'autres, des univers plus faciles. Je dirais qu'en alimentaire, on est très précis et un tout petit peu plus complexe, plus flou dans la mode ou dans le luxe. Pourquoi? Parce que le codage va être moins rationnel, même si, quand je dis rationnel, il faut se méfier, puisque nous, on s'adresse toujours à la tête, à l'imaginaire de la tête, puisque la réalité objective, elle est très compliquée pour les gens. La réalité objective, pour vous d'ailleurs et pour moi, elle n'existe pas beaucoup. Donc, on s'aperçoit que ce qui fait l'image des choses dans la vie, hein, depuis toujours, hein, bien avant la publicité ou bien avant tout, c'est ce que les gens veulent bien y mettre. Donc les clients vont faire un effort maximal pour que le produit soit adapté au consommateur, mais la grande différence va être aussi la façon dont on va présenter le produit, en lien avec ce que désire le consommateur, en lien évidemment avec la réalité produit, mais la réalité produit est beaucoup moins riche que l'imaginaire des marques. Et l'imaginaire, ce n'est pas n'importe quoi, puisqu'on est dans la tête des gens. La tête des gens, elle est très bien rangée, et ils sont intelligents, les gens. Et on ne peut pas appuyer sur n'importe quoi et leur dire n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc il faut comprendre là où on peut appuyer, là où on ne peut pas appuyer. Mais c'est comme tout être humain, quand vous décidez de me persuader de quelque chose, ou
quand quelqu'un veut me présenter, sauf que c'est fait dans le système où nous sommes dans un système libéral où on se sert de la communication pour faire connaître les produits, pour faire connaître les différences et pour créer des imaginaires forts autour des marques. Ce qui m'échappe un peu, mais vous allez m'expliquer, c'est je suis patron de groupe, j'ai l'image du produit que je veux promouvoir, par exemple. J'ai déjà tout le langage approprié au produit. Je viens vous demander quoi au fond? Une confirmation, une discussion En réalité, c'est très rare que vous soyez aussi affirmé. Le marketing est une science humaine, donc une science de risque. Les gens sont plutôt inquiets lorsqu'ils viennent nous voir. Et donc, ça part d'un échange. Et cet échange, de temps en temps, de cet échange, je vais simplement dire, il me semble que la piste sur laquelle vous nous demandez de travailler est la bonne. Et puis, parfois, on nous demande de donner un point de vue sur cette piste. Et puis, parfois, on va dire, on est nulle part. Tout dépend. Nous, notre métier, c'est de conseiller notre expertise. C'est de chercher d'être le plus juste possible sur ce qu'il convient de dire. Ça, c'est une expertise. Donc, ils viennent plutôt, ils nous payent pas mal pour ça. Et puis, lorsque nous aurons décidé de cette première partie qui est déjà stratégique et qui est déjà créative, puisque ça part d'une analyse des gens, mais il y a de l'angle, de l'intuition, un peu quand on fait un film ou un documentaire qu'on aimerait bien montrer à quelqu'un, quoi. On aimerait bien qu'il y ait un public de temps en temps qui regarde la chose. Bien, on a un angle, nous on va discuter autour de ça, et sur une notion qui est le succès, hein. C'est-à-dire on aimerait bien, il faut qu'on défende la part de marché, il faut qu'on monte, etc., etc. Et puis ensuite, lorsque ceci sera mis au point, à ce moment-là, on débutera tout ce qui est de l'ordre du langage. C'est-à-dire comment on va le dire. Parce qu'on peut le dire d'une façon très efficace, on peut le dire à ce moment-là en mettant au point une création qui va être l'expression de cela. On peut de nouveau réussir ou rater. Et quelle est la part de stratégie idéologique, on va dire, ce que je peux dire aux gens, ce qu'ils sont aptes à entendre, et créativité, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je confirme les goûts de la plupart? Comment ça se joue? C'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué d'être trop... je ne peux pas vous répondre d'une façon trop excessive d'un côté ou de l'autre. En règle générale, les gens ne vont pas, si ça ne les arrange pas, ils ne vont pas aller vers vous. C'est très rare que des gens se torturent. Et donc, globalement, si ça ne va pas, si c'est vraiment contre les choses intérieures, vous ne leur rendez pas service et ce n'est pas très grave. Hein. Ils n'ont pas que ça à faire dans la vie, acheter des marques, vous mettre de côté. Donc, vous surfez tout de même sur leur attitude, leurs envies. Mais parfois, c'est difficile de dire l'envie. Dire l'envie, si vous interrogez un consommateur surtout, il y a un moment, ça s'appelle des multiples tests dans tous les sens, il y a un moment, il va vous dire j'en sais rien, fais ton métier, propose-moi quelque chose. Et je crois que profondément, la proposition doit se faire sur une vraie connaissance de ce qui se passe, des mouvements de fond, etc. Mais après, il y a un enjeu de proposition. Et selon les produits, on va avoir par exemple des créateurs dans tout ce qui est vêtements de luxe qui vont penser que leur offre va être absolument clé, donc leur proposition, plutôt que l'analyse du ressenti consommateur. C'est ce qu'on va appeler des créateurs. Un petit peu de musique ne nuit pas dans nos métiers. La question finale là-dessus, c'est est-ce qu'on ne confirme pas... C'est compliqué la pub, hein. Ouais. Pardon. Hein. Moi, je sais pas tout. C'est du désir humain. Est-ce que ce n'est pas... C'est du risque. Ce n'est pas la confirmation d'un certain désir? Bien sûr, c'est la confirmation, c'est-à-dire, vous avez raison,
C'est pour ça que je dis, si vous allez totalement à l'envers, très souvent quand je fais un flop, malheureusement ça m'arrive. On est dans une science humaine, comme dans l'histoire, comme dans la psychologie, comme dans la psychanalyse, etc. C'est-à-dire des interprétations. Donc quand je me trompe, en général après je comprends, et c'est que je me suis trompée de sujet. Je ne les ai pas arrangés les gens, je leur ai pas fait du bien, ça va pas quoi. Donc ils se débarrassent de moi. Et quand ça marche, en général, je suis tombée sur un enjeu un peu important pour eux, ou discrètement, parce que selon les produits, vous avez plus ou moins d'implications, mais discrètement, je les ai un tout petit peu aidés. Et par exemple, quand je vois des pubs sur la ménagère lavant sa cuisine, il y a la confirmation d'une image de la femme qui... on peut maintenant, si on est un peu moderne, mettre des hommes, c'est parce qu'il y a un client, des clients hommes potentiels. Il y a, il me semble, dans la publicité, une confirmation toujours d'une image mentale codifiée, uniformisée, stéréotypée. J'ai tort ? Complètement. Enfin, vous avez... Non, pas totalement, c'est-à-dire oui, stéréotypé un peu, mais plutôt en avance. C'est-à-dire que votre exemple est très intéressant parce qu'on ne peut plus le faire. C'est-à-dire on ne peut plus... Aujourd'hui, on a une réalité dramatique, car les hommes ne se sont pas mis au ménage. Vous pensez bien que c'est un gros problème pour nous. Et pourtant, elles ne veulent pas que ça soit dit. C'est-à-dire que quand on les montre, on sait que les femmes aujourd'hui font beaucoup plus de ménage que les hommes. On sait que tout ce qui est domicile est traité par elles. Simplement, quand aujourd'hui on leur montre l'image d'une ménagère, ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, elles disent « Ah non, pas du tout ». On leur dit « Mais c'est comme ça dans la réalité ». Mais elles disent « Ah non, pas du tout ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, dans la représentation de leur tête, elles ne trouvent pas ça bien. Ça ne les valorise pas. Donc, il y a un espoir. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas très à l'aise dans cette façon que vous avez de les représenter, et elles vous demandent une autre façon, un autre type de représentation. Maintenant, si mon envie un peu féministe se développe trop fort et je me dis je vais aller plus loin, elles me freinent aussi. Parce qu'elles ne sont pas encore totalement... Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à représenter une femme dirigeante parce que c'est encore un peu contre nature. Donc on ne veut pas être montré en ménagère, mais on ne veut pas encore avoir des signes qui seraient trop fortement des signes du pouvoir, ce qui les rend un peu mal à l'aise et qui rend compte de la situation de la femme aujourd'hui, qui est dans une période intermédiaire de transition un peu compliquée. Et c'est cette complication, cette sophistication de la tête qui est pas facile à rendre. Mais c'est fini. C'est rare que je mette une ménagère. La ménagère a disparu. Il n'y a plus de ménagères en plus France. de Il ménagères n'y a en plus France, que c'est fini. des hommes qui font le ménage. Oui, parce que les hommes, quand ils font le ménage, sont très efficaces puisqu'ils démontrent que ça peut se faire quasiment sans aucun talent, puisqu'ils n'ont aucun talent pour le ménage. Une ménagère pense qu'un homme, globalement, ça ne sait pas faire ça. Et donc, s'il le fait, c'est que vraiment le produit est très efficace. Voilà la naïveté en tout cas de... Il y a une évolution de l'image de la femme dans la publicité historiquement ? Bien sûr, en fait, c'est très simple. Nous, notre métier, il est exactement là où je vous indique au niveau des têtes, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en règle générale, les 3/4 du temps, allez, pas les 3/4 du temps, on va dire même 90% de nos clients testent. Parce qu'ils ne veulent pas énerver les gens. Ce n'est pas l'objectif. Il n'y en a pas un qui dit je vais faire avancer, d'ailleurs, l'État devrait le faire. On peut avoir des annonceurs qui décident de faire avancer la cause des femmes, mais dans ce cas-là, la pub est pour la cause des femmes. Mais si vous voulez vendre un produit, etc., vous cherchez à comprendre ce qui leur va. Et donc, vous passez beaucoup de temps, en règle générale, il peut y avoir quelques exceptions de gens qui ne testent pas, qui font un peu n'importe quoi, mais en règle générale, on teste et on regarde si elles sont confortables avec cette propre image qu'on leur renvoie. Et qui n'est pas exactement l'image du réel, mais l'image déjà de la projection qu'elles ont dans la tête. Et ça, on est dans l'humain, quoi. Heureusement, on ne se voit pas comme on est, c'est aucun intérêt. Dans le fantasme. Il n'y a que le fantasme qui fait avancer l'être humain. Si on pensait qu'on n'était que ce qu'on est, on pourrait s'asseoir et arrêter de... Et on n'a jamais fait ça dans la vie, c'est pas comme ça qu'on agit, c'est pas comme ça que les gens travaillent.
Vous leur racontez le sombre réel ou vous leur racontez un projet. En général, je ne sais pas pourquoi, le projet les fait avancer, le réel les englue. Mais le projet, c'est toujours un fantasme codifié, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, il y a de la codification. Il y a de la codification, mais parce que dans la vie, il y a eu de la codification depuis le début du monde. Et que sans codification, je ne sais pas où on est. C'est très compliqué, des gens pas codifiés. Très, très compliqué. Hein, que vous pouvez être codifié aujourd'hui, par exemple, dans la séduction, la représentation de la séduction féminine, c'est très intéressant. Puisqu'on est dans une période intermédiaire. Et on a à la fois, et la France est très intéressante, les pays latins et la France en particulier sont très intéressantes sur cette évolution de la séduction. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la séduction telle qu'elles l'avaient vécue, telle que leur mère l'avait vécue, etc. Et ça se traduit comment? Par exemple, elles n'aiment pas qu'on les montre séduisantes par rapport à des hommes. Elles disent que c'est pour elles. Alors parfois, elles sont un peu hypocrites, il ne faut pas exagérer, c'est pas toujours pour elles, quoi. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que leur image pour elles-mêmes est aussi importante. On ne s'habille pas chic ou on ne se met pas un joli soutien-gorge uniquement parce que le soir, on va dormir avec un garçon. C'est parce que c'est une vision de soi. Hein, vous savez que quand quelqu'un est malade, on le maquille. Parce que ça va mieux. C'est pas juste pour plaire à l'autre. Et donc, elles sont beaucoup là-dedans aujourd'hui. Elles sont beaucoup dans le plaire à soi, dans une forme de séduction qu'elles pensent avoir à l'égard d'elles-mêmes. Elles sont sur des choses comme ça. Et donc, il y a des campagnes qui marchaient autrefois, qui les agacent. Par exemple, les campagnes On dort bras, qui étaient drôles, qui étaient « Regardez-moi dans les yeux », j'ai dit « dans les yeux », qui était drôle parce que c'était le début de la prise de conscience de « ça va, j'ai compris, voilà, vous êtes là, globalement, j'ai compris ce que vous regardez et je décrypte. Et donc j'ai une forme de pouvoir par rapport à ça puisque je décrypte. Aujourd'hui, ça les gêne quand même. C'est un petit peu mis à part. En revanche, Vous le valez bien de L'Oréal a un côté magnifique. Parce que c'est formidable de dire aux gens qu'ils le valent. C'est en ça que c'était une idée brillantissime. C'est-à-dire, si je vous dis que vous le valez bien, voilà. Et oui, elles valent des produits qui sont magnifiques, elles valent tout. Quand vous regardez la pub, alors d'un point de vue extérieur, ça va être difficile, mais puisque vous êtes une professionnelle, est-ce que voir cette pléthore d'images de femmes, vous pensez qu'il y a quand même un peu une dévalorisation ou pas du tout? Sans langue de bois, est-ce qu'on peut en parler? Non, je ne pense pas qu'il y ait dévalorisation. Je ne pense pas du tout. Au contraire, je pense que la pub valorise. Je pense que la réalité est beaucoup plus dévalorisante que la publicité. Vendre des bagnoles avec des nanas très moussant devant et tout, c'est une caricature? Je pense que c'est... Oui, d'ailleurs, honnêtement, chaque fois que nous avons un nouveau ministre, nous regardons avec précision combien il y a de pubs qui sont pas positives, pas tendances, pas intéressantes, qui traitent pas bien. Parce que moi, je suis assez pour qu'il y ait de la régulation. C'est-à-dire, on dit, ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Et je peux admettre beaucoup de choses là-dedans. Maintenant, parfois, c'est un tout petit peu naïf, parce que quand vous dites, par exemple, quand vous parlez avec une forme de féminisme, pourtant, beaucoup de gens me disent que je suis assez féministe, mais en revanche, je n'aime pas cette caricature qui consiste à dire qu'on ne va pas pouvoir se maquiller, s'arranger parce qu'on est féministe. Je pense que ça n'a rien à voir. Non, mais pas donc, ça, l'utilisation, je parle. Non, je pense qu'il y a de moins en moins. Si vous regardez en chiffres, hein, d'ailleurs, vous pouvez appeler le VBP qui vous donnera les chiffres, parce qu'on fait des calculs, des comptes et tout ça. C'est quoi le VBP? Le VBP, c'est le Bureau de vérification de la publicité. Donc en fait, nous, on a un système, des règles qu'on a établies pour le traitement des femmes. Ils voulaient faire d'ailleurs à ce moment-là une espèce de règle, enfin de loi, qui était pour la protection des femmes. On leur a dit non, quand même, on va arrêter là, on n'a peut-être pas des enfants, donc on va dire pour la protection de la personne humaine. Et on a fait des règles qu'on a établi entre nous et qu'on respecte, mais comme toujours dans toute profession, tout d'un coup vous pouvez avoir des écarts, et donc vous avez un système de régulation.
eh bien, on fait le point sur ce qui peut choquer, ce qui est gênant, quand est-ce qu'on pense qu'il y a abus ou je ne sais trop quoi. Et on est dans des choses très, très infimes, hein, très infimes. Donc je ne pense pas, non, que la publicité dévalorise. Il y a même certaines publicités qui ont porté en avant, parce que moi je pense que c'est bien qu'on ne puisse pas montrer les ménagères. Peut-être qu'à force, ça va nous faire du bien. Je pense qu'on n'est pas encore en train de montrer des femmes qui travaillent dans les métiers, mais que peu à peu, avec leur envie, ça monte. Je pense que c'est intéressant de parler de séduction à l'égard de soi. Donc je ne pense pas que ça dévalorise. Non, c'est comme tout, la publicité. La publicité, c'est un enjeu de persuasion pour de la consommation. Donc la vie des gens ne peut pas simplement se résumer à des problématiques de consommation. Donc nous sommes spécifiques dans notre intervention dans la culture. Mais je ne peux pas dire qu'on rend compte d'une situation un peu arriérée. Et quand vous me citez une voiture, en règle générale, si vous testez, ça se passe mal. Donc les gens qui font ça vendent assez peu. Parce que même les garçons aujourd'hui, quand on leur met une fille devant la voiture, il faut avoir un peu de respect aussi pour le public. Hein. Moi, je suis toujours marquée, on me dit souvent, les gens ne comprennent rien, etc. Moi, je suis assez étonnée par la capacité qu'ils ont aujourd'hui ils vous relisent très précisément pourquoi vous avez fait cette pub, qu'est-ce que vous voulez vendre, dans quel sens. Et plus ils sont jeunes, et plus ils comprennent. C'est-à-dire que là, ils ont vécu dans le marketing, ils vous démontent le marketing. Ceci ne veut pas dire que démonter ne veut pas dire ne pas vouloir. Moi, j'ai quand même envie qu'on m'achète un parfum avec, et si possible, qui coûte un peu d'argent, parce que si vraiment mon fiancé m'offre un parfum qui ne coûte rien, ça m'énerve. Il est peut-être fauché. Il est peut-être fauché. Oui, non, mais quand il est fauché, c'est pas très grave. Mais l'effort est toujours important dans l'amour. Donc s'il est fauché, il faut manger un petit peu moins à ce moment-là. Mais il ne faut pas exagérer. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'inadéquation entre la publicité et la réalité. C'est-à-dire que la publicité donne une image Projette sublime. un peu avant. Non, sublime, non. Parce que sublime, ça c'est de la caricature trop facile. Pas dire le mot sublime. Dites-moi un autre. Non, pas sublime du tout. C'est-à-dire idéal. Non, pas idéal non plus. Non, pas réel non plus. Telle qu'elle voit le monde. C'est pas idéal de ne pas pouvoir montrer des femmes dirigeantes. C'est pas idéal. Vous pensez bien que c'est un problème. Donc, c'est pas idéal. Il n'y a pas d'idéal. Vous ne vendez pas de l'idéal ? Non, on ne vend pas de l'idéal. On vend l'image qui fait un peu de bien aux gens. C'est pas toujours l'idéal, parce que parfois, quand vous donnez l'idéal, elles mettent, c'est pas pour elles, c'est pas elles, c'est au loin. Donc la publicité est dans la valorisation et dans la positivité. Ça, vous avez complètement raison. On n'arrive pas, mais comme le monde. Alors, vous n'arrivez pas à faire avancer des gens, à faire des gestes à des gens, y compris le politique, dans la négativité. Donc vous êtes dans la positivité, donc en effet, vous n'êtes pas totalement sur le pur réel, parce que parfois le pur réel, elles ne veulent pas. Mais bon, voilà, après c'est une gestion. Puis c'est compliqué les notions d'image, c'est-à-dire vous allez me dire que vous me voyez comme ceci, et puis moi je vais vous dire, mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est compliqué les images, compliqué. Pour ça, des manipulateurs d'images, ça doit être très subtil. Mais je pense que le mot manipulation est lié, dans ce cas-là, à tout l'être humain. C'est-à-dire que je pense que quand vous faites une entreprise et que vous aimez un produit, si vous essayez de le présenter en forme qui est bien, vous ne manipulez pas, vous faites votre métier qui est de valoriser. Quand quelqu'un fait un livre, un journal, une œuvre d'art, il ne fait pas... Ou alors la Terre n'est qu'un monde de manipulation. Mais c'est tellement naïf que voilà. Naïf, voilà. Non, mais c'est pas. On ne peut pas vous en vouloir parce que vous savez tellement bien que les médias manipulent beaucoup plus que la pub, beaucoup plus. Parce que la pub, elle a le courage de dire je suis là pour vendre. Et d'ailleurs, les consommateurs apprécient qu'il y ait marqué le mot pub. Et parfois, la presse oublie de préciser qu'elle est là pour vendre. Donc, c'est un peu compliqué tout ça.
Et j'ai aussi besoin que la presse me fasse du bien. Et quand je lis elle, je suis en pleine forme. Voilà. C'est de la pub, ça. Et ça, c'est de la pub, j'en sais rien, parce que je n'ai aucun intérêt. C'est juste la vérité. Pas de la pub. Quand, vous savez, les pays où il n'y a pas eu de marque, lorsque se sont ouverts ces frontières, moi j'ai assisté au début de la Tchéquie, quand la Tchécoslovaquie, tout d'un coup, avait droit aux marques. Il y avait une folie, une espèce de bonheur du choix. Parce que c'est insupportable, un monde où on n'a pas toutes ces individualités, toutes ces propositions. Maintenant, il y a, par exemple, quand on ouvre, ça s'agite comme ça, puis après ça se calme, les gens deviennent plus intelligents, plus en relation, ils savent que de temps en temps c'est important pour eux, de temps en temps ils s'en fichent éperdument. Et d'ailleurs, sur l'échelle de l'implication, chaque être humain va avoir des implications différentes selon les produits, je sais pas, le maquillage, il y a des gens qui s'en fichent, des femmes qui s'en fichent, et puis des femmes pour qui on n'est pas toutes nées de la même façon. On peut faire une autre valeur maintenant. Vous me parlez comme sans âme. Le chocolat en soi, moi je peux vous en parler avant même de la pub, et vous allez voir qu'on le trouve dans notre histoire avec les choses. C'est pas un truc. Vous avez votre comment rigide, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, pas rigide. On ne sait même pas ce que vous voulez. C'est pas rigide, c'est sympa. Je ne sais même pas ce que vous voulez changer. Moi, je trouve ça magnifique, un café. Il faut bien raconter l'odeur, le goût du café et tout ça. On l'a pas. Et pourquoi c'est un problème? C'est pas un problème, c'est que le café, je ne peux plus boire de café sans avoir l'image d'une femme lascive qui me dit le café, tu ne peux pas imaginer. Bon, d'accord, je voudrais boire un café. Et vous savez, vous êtes un des résistants, car maintenant, ce qui monte, ce n'est pas ça. C'est le café. Quand vous avez la stratégie que vous avez vue, la stratégie de Nespresso, qui a été une stratégie brillante, c'est pas du tout une stratégie de lascivité. Vous savez où est-ce qu'on trouve ces choses-là? Dans les livres. Dans les livres, c'est l'imaginaire des gens qui est comme ça. Vous savez qu'on ne peut pas appuyer n'importe où. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, céréales, vous rentrez dans un imaginaire. Si vous essayez de rentrer dans la lascivité des femmes, vous n'y arrivez pas. Donc le café, il faut relire Balzac. Oui. Vous allez trouver la femme. Donc on ne va pas empêcher à tous les littérateurs. C'est l'imaginaire de la tête des gens. Mais je le trouve structurellement pauvre. Non, mais ça, c'est parce que vous avez... Et répétitif. Oui, Faites-moi parce un que café, je sais pas, allons-y sur des images de café qui seraient un café peut-être c'est vous qui m'intéressez. Au cœur de la terre, qui serait... Oui. On a fait, vous inquiétez pas, on a fait, c'est comme ça non, qu'on... Je sais que vous c'est bien sûr... Non, mais tout le monde a fait ça, parce que vos imaginaires rejoignent. Vous pensez... Moi, je pense que je participe, je respecte l'imaginaire de la tête des gens, ça m'intéresse. Quand vous me dites le cru et tout ça, évidemment, on a fait des films magnifiques là-dessus, parce que c'est les imaginaires, on vient pas de rien, on vient d'une histoire profonde avec les produits et tout. Quand Coff fait ses émissions sur France Inter, il nous fait des coups d'imaginaire sans arrêt. Quand Petit Renaud se balade pour nous raconter les marchés, mais quel baratin! Mais c'est l'homme, c'est magnifique l'homme, parce que sinon on aurait quoi, du café, on n'aurait rien à dire. Et l'être humain, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc, moi je trouve qu'évidemment, on utilise, après les grandes problématiques, mais elles sont idéologiques, et ça, moi je suis libérale, moi. Donc moi la pub, je trouve ça... est plutôt masculin, non, dans la pub? Ah non, l'imaginaire féminin n'est pas masculin dans la pub. Car la femme dans la pub, elle est clé parce que 80% des achats sont faits par elle. Donc l'imaginaire n'est pas masculin. C'est un des seuls endroits, la pub est un système de résistance pour la femme, car là, on est obligé de tenir compte du vrai réel, c'est-à-dire non, les garçons ne vont pas faire beaucoup les courses. Donc c'est elle. Donc il n'est pas masculin, l'imaginaire féminin. Il est féminin. Les courses.
Bah, les courses, malheureusement, nous n'avons pas réussi, mais on va y arriver. On va déléguer. Votre expérience de femme Déjà, c'est un mot que malgré tout, je n'aime pas tellement. Parce que je n'ai pas choisi ça. Je voulais faire des choses intéressantes, je voulais réfléchir et je voulais que ça existe. Je voulais faire quelque chose. Voilà, je voulais compter sur un petit bout de truc, je sais pas, un truc qui me plaisait. Donc après, ça crée, paraît-il, du pouvoir, mais voilà. Et après, en tant que femme dirigeante, eh ben, moi, mon histoire, elle est assez simple. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais énormément de chance, c'est que j'avais un imaginaire très ouvert. C'est-à-dire, je pensais qu'il n'y avait pas de problème. C'est très efficace, ça. Je pensais que nous étions à égalité avec les garçons. Donc, on me disait, bah, tu veux travailler? Je disais, bah oui, bien sûr. Bah, tu veux avoir des enfants? Bah oui, bien sûr. Je me disais, mais pourquoi il me pose des questions aussi bêtes? Donc, je ne comprenais même pas pourquoi on voulait... je trouvais que c'était normal. Puis, j'avais vu ma maman et mon papa, et j'avais trouvé que mon papa s'amusait beaucoup plus que ma maman, donc moi, je voulais m'amuser. Donc, d'ailleurs, pour moi, dans la tête, tout ça parce que j'ai été élevée par une famille qui était comme ça, la maman était à la maison, le papa travaillait, et ben, je trouvais que mon papa s'amusait et ma maman travaillait. Et donc moi, j'ai décidé que je voulais m'amuser. Donc je suis allée travailler. Alors de temps en temps, ça crispe quelques garçons quand je leur dis qu'on est en train de s'amuser ici. Mais je trouve ça beaucoup moins fatigant que de faire le ménage tout le temps. Donc voilà, au début, ça a été ça. Je ne pensais pas, comme j'avais fait des études comme les garçons, j'ai eu droit, moi, à la mixité, le bonheur de la mixité. J'ai passé les mêmes concours. J'ai passé... Quand j'ai commencé, il y avait quand même la séparation. Hein. Sèvres, Ulm. Et déjà, on disait, à Ulm, ils sont brillants. À Sèvres, elles sont bosseuses. Passé le même concours. Hein. Bon. Après, j'ai eu la chance d'éviter le HECJF. Non pas que je ne respecte pas HECJF, je pense que c'était exactement le même concours que les garçons. Mais il était dévalorisé puisqu'il n'était que féminin. Et puis maintenant, on a la chance que ce soit impossible à dévaloriser puisqu'on passe le même concours. Donc je suis arrivée, pour moi, à égalité. J'ai toujours été dans la mixité et à égalité. Avec le temps, je pense que c'est encore compliqué pour les femmes. Et ça m'est venu au fur et à mesure parce que je crois qu'on n'a pas allégé, on n'a pas restructuré le monde. Ça va venir, c'est normal, ça fait tellement de temps que ça dure. Donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, et même dans l'imaginaire des femmes. Et je pense qu'on prend en charge tellement de choses dans la vie, en particulier la maison, les enfants, la vie, quoi, que tout ça est un peu lourd entre le travail et la vie. Et je pense que ceci n'a pas évolué et c'est pas simple à gérer. Donc même pour moi, c'est pas simple à gérer. Donc en tant que femme dirigeante, je pense que je travaille beaucoup plus que les hommes.